Bonjour, je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste spécialisé dans le logement. Je suis ravi de vous retrouver dans cet endroit où on comprend notamment pourquoi les jeunes veulent rester vivre et travailler au pays. Moi, j'habite à Paris. Ouais. Je pose la question. Donc, on va parler du choc d'offres et du logement pour tous avec mon ami Henri Buzicazo, qui est directeur... Président. Président, pardon. S'il te plaît. Pardonne-moi. Ouais. Oui, pardonne-moi. Ça part mal, là, ça part mal. Oui, ça part mal. Castration. Bon, grand plaisir aussi de faire un duo avec Pierre Chevillard, journaliste désormais indépendant. En fait, il a toujours été, mais enfin, il est plus que jamais. Voilà. On va tout de suite appeler les personnalités qui ont bien voulu venir débattre de ce sujet. Je tiens à remercier Pierre Madec, mais aussi les deux autres enseignants, chercheurs qui ont ouvert le débat et qui ont assez démontré la complexité de cette première table ronde. Je pense aussi qu'ils ont démontré, qu'ils l'aient voulu ou pas, que c'était la plus importante de la journée. Alors je vous incline à rester jusqu'à la fin de la journée, mais très clairement, celle-ci est fondamentale. Alors, on appelle Pierre et moi, et on va se répartir la tâche. Tiens, je te laisse commencer. Alors, donc, Marianne Auffray, qui est directrice générale de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, et qui va nous parler... Oui. Allez-y, Marianne, installez-vous. Donc, des problématiques de logement des jeunes, qui sont particulièrement aiguës. Le maire de Bunus l'a rappelé. Voilà, vous êtes libre. Si, bien sûr. Ils vont venir, Marianne. Marianne, au centre. Mais non, rassurez-vous. Au centre, alors, on va appeler à la suite de Marianne Loïc Quentin, président de la Fédération nationale de l'immobilier. On vous dira un peu plus de chacun de nos invités ensuite. On va appeler Christophe Robert. Pour l'instant, on reste par ordre alphabétique du casting initial. Il est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre et il arrive. Il a été aussi, on peut le dire, un animateur, un co-animateur du Conseil national de la refondation pour le logement qui a été cité tout à l'heure. On va également appeler donc Marcel Rogemont, qui est président de la Fédération des OPH. Donc on va aborder tous les thèmes relatifs au logement social. Voilà, qui s'est couvert d'un chapeau. Il doit y avoir une symbolique, il nous l'expliquera, mais on ne sait jamais, voilà, dit-il. On va ensuite appeler le dernier orateur. Alors, il représente la Fédération du bâtiment. Il remplace, si on peut dire les choses ainsi, le président Saleron, qui n'est pas avec nous, mais c'est Sébastien Labourdette, qui est un local de l'étape, président de la Fédération du BTP des Pyrénées-Atlantiques. Alors, j'en dis un petit peu plus sur Sébastien et sur Marcel, qui ont été les derniers à monter sur l'estrade, laissant le soin à Pierre de faire le même exercice pour les trois autres invités. Sébastien Labourdette, il est le président d'une société de travaux publics paloise qui s'appelle Sogeba. Je l'ai dit, il préside depuis déjà quelques années la fédération locale du BTP. Et puis, je ne peux pas ne pas dire, parce qu'il m'en voudrait, qu'il est vice-président de la section paloise. Celui qui vous dit cela est né à Bayonne, donc très respectueux de l'aviron bayonnais en ce qui me concerne, mais j'ai grandi à Pau. Voilà. Donc j'assume cette schizophrénie et je sais à quel point il tient à ce mandat qui lui prend beaucoup d'énergie, d'engagement. Il en a encore beaucoup pour le BTP. Voilà. Un mot sur Marcel Rogemont. Il est avec nous pour représenter la fédération qu'il préside depuis 2018. Il accomplit son troisième mandat, la Fédération des offices publics de l'habitat. On disait OPHLM, et à ce titre, il est le vice-président de l'Union sociale pour l'habitat. La présidente, Emmanuelle Cos, n'est pas avec nous. La déléguée générale, Marianne, est quelque part par là. Je l'ai vu dans l'Assemblée. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'autres représentants de l'USH. J'ajoute, il y a beaucoup d'élus dans l'Assemblée. Il y en aura, juste après cette table ronde, deux qui vont croiser leurs regards, deux parlementaires. Marcel Rogemont a été parlementaire. Il a accompli 3 mandats de député, et il a eu tous les mandats d'exécutifs locaux à la mairie de Rennes. Il a été vice-président de la métropole, il a été conseiller général
avant d'être conseiller départemental, quand le nom de la collectivité a changé, conseiller régional. Voilà, donc il a aussi une expérience d'élu local et de parlementaire qui compte dans le regard qu'il peut porter. Je te laisse poursuivre sur les 3 autres. Merci. Je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet, puisque le temps nous est compté et que l'idée, c'est, comme le disait Pierre Madec, de savoir comment on peut passer du choc d'offres au logement pour tous. Alors, Marianne Offray, vous vous occupez du logement des jeunes à l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Quand on parle du logement des jeunes, on a plutôt l'impression, à la place d'un choc d'offres, de voir un choc de demande que personne n'arrive à résoudre. Quel est votre point de vue là-dessus? Quels sont les besoins, comment vous pourriez dresser un portrait des besoins au travers de votre activité? Mais donc là, vous dites pas, moi j'ai été élu local et tout ça? Non, vous avez été élu local? Non, mais l'idée, c'est peut-être de trouver... Non, mais je sais pas, je suggérais qu'on pouvait avoir un temps de parole paritaire, homme-femme. Ça vous va? Okay. Bon, oui, fallait bien que sûr. la fasse, fallait que la fasse. J'ajoute que le temps que nous a volé Pierre Madec, qui n'a pas respecté la durée qui a été fixée. Non, mais c'est important que je dis. Ce temps, nous le rattraperons. Il ne sera pas volé à la table ronde. Je m'y engage personnellement, Pierre aussi. Pour répondre à votre question, parce que c'est quand même l'idée, je ne suis pas sûre qu'on pourrait parler d'une crise, parce que, bon, à force de parler de crise, la crise est tout le temps, la crise est nulle part, mais je pense qu'on peut par contre parler très nettement d'une aggravation. Alors la courbe n'est pas si accidentée, mais c'est une aggravation à peu près permanente, on va dire, sur la situation des jeunes dans les territoires, puisqu'il s'agit de faire le lien entre ces deux aspects. Et puis surtout, ça dépend quel jeune, en fait, parce que ce qui est drôle, c'est la façon dont on dit toujours les étudiants et les jeunes, comme si les étudiants et les jeunes, c'était pas tout à fait la même chose. En réalité, les étudiants, c'est une partie des jeunes. Mais c'est quand même la jeunesse, c'est une catégorie très, très hétérogène. Et dans le réseau UNAGE, donc Habitat Jeunes, on loge toutes les jeunesses. Et donc, ça va plus ou moins bien en fonction de où vous êtes. Donc, on loge temporairement, puisque les foyers jeunes travailleurs, l'UNAGE, ça fédère, on va dire, ça unit des opérateurs principalement de foyers jeunes travailleurs. Et on loge à la fois des apprentis le temps de l'apprentissage, des apprentis le temps du stage, des étudiants le temps des études, des jeunes actifs le temps des contrats, et puis des jeunes dans des situations un peu plus précaires où parfois on les loge jusqu'à ce que jeunesse se passe, c'est-à-dire avec des temps de séjour qui se sont considérablement allongés. On était jusqu'à 2021 à peu près à 6 mois de temps de séjour moyen, et on est plutôt à 11 mois, alors que 6 mois, ça avait duré des années. Et là, il y a 2 ans, ça a vraiment dessoudé, et on est plutôt à 11 mois de temps de séjour. Et ça, c'est un signe très fort, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Donc, dans la filière du logement, effectivement, dans le parcours, on voit bien que ça se précarise de façon assez nette. Alors, ça, c'est du côté de la population, du côté des territoires. On voit bien que ça ne va pas terrible non plus. En tout cas, que des politiques publiques avaient très mal anticipé, ça a été dit par Pierre tout à l'heure, des modifications. Alors, par exemple, on a développé l'alternance, mais on n'a pas développé le logement temporaire. Donc, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des gens qui sont en formation sur des temps courts. Ils ne peuvent pas aller dans du logement de droit commun, parce qu'en fait, c'est des baux trop longs. Et ils ne peuvent pas vraiment non plus aller en résidence étudiante, même quand il y en a, parce que l'alternance, en fait, c'est des séquences beaucoup plus courtes. Donc l'apprentissage a été développé, on n'avait pas anticipé. Et puis il y a tout un tas d'éléments qu'on n'avait pas. Alors là, c'est pas forcément de l'anticipation, mais en tout cas, on ne s'y est pas adapté. On commence à parler pas mal des saisonniers, on commence à parler pas mal de l'emploi en tension, on commence à parler pas mal des formations qui permettent de résorber les emplois en tension. Mais en réalité, on n'a pas tellement prévu que, bizarrement, les gens, quand ils travaillent et qu'ils rentrent du travail, ils se logent. Voilà, donc effectivement, on répond en partie à toutes ces jeunesses, mais de manière différente et de façon plus importante, évidemment, au fur et à mesure qu'on a de moins en moins de moyens financiers, la situation est difficile. Marianne, peut-être une question. Les constats ont été faits, présentés tout à l'heure par Jean-Luc, dans la note de synthèse par les orateurs qui ont suivi, mais sur les populations particulières dont on va parler, j'aurais la même question pour Christophe, parce qu'il y a des chiffres sur... Bon, je suis président d'école, j'ai un intérêt particulier à ce sujet, hein, il y en a d'autres, l'ESPI est présente aussi. Quelle est la proportion d'étudiants qui abandonnent leurs études ou qui, admis dans une formation, y renoncent pour des questions de non-logement ? Est-ce qu'on a quelques chiffres qui illustreraient la gravité majorée de la situation des jeunes ?
Alors, par nature, les gens qui font pas quelque chose, c'est pas chiffré. J'entends. Et des études de cohorte sur même ce qui deviennent après sont très peu chiffrées. Donc on n'a pas cette idée de combien renoncent. Par contre, on a cette idée que quand on répond à une demande sur 12 en région parisienne, on suppose bien que les 11 qui ne sont pas rentrés ont dû renoncer à quelque chose. C'est ça. Soit à manger quand le loyer était trop cher. Enfin, donc le renoncement, nous, on peut l'évaluer à travers les files d'attente, en fait. Qui sont fortes sur l'ensemble des territoires. Parce que, en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le réseau, c'est quand même 45 000 logements répartis sur tout le territoire, donc avec des situations rurales, périurbaines, métropolitaines. Donc, en fait, ce constat, il est, on va dire, il est général. Évidemment, dans la fameuse diagonale de la sous-densité, on va répondre à une demande sur 2, mais seulement à une demande sur 2, hein. Et puis, sur les zones métropolitaines ou les zones touristiques ou balnéaires ou agricoles, d'ailleurs, pour les saisonniers, évidemment, la tension est très, très forte. Peut-être un chiffre aussi, alors ça c'est structurel, hein, sur la réponse publique et la réponse privée au logement des jeunes. Nombre de logements Crous, nombre de logements privés, quelques chiffres aussi là-dessus? Non, mais ça, c'était pas prévu dans les questions. Il y a un moment, il faut un peu de temps. Bon, voilà. C'est pas le très bien. Non, en fait, non, mais si vous voulez, l'axe qu'on avait choisi, c'était de parler en fait de tout petit échantillon de jeunes qu'on avait nous pour parler en creux de ce qu'on pouvait imaginer des autres. Donc effectivement, sur les grands chiffres de population, voilà, j'ai pas. Moi, ce que je sais, c'est ce qui se passe dans le creuset qui, avec toutes ces jeunesses, c'est donc en gros leur destin. Après, je suis pour pas... lire sans chiffres, est-ce qu'il faut attendre des réponses venant davantage du logement privé pour cette population des jeunes, notamment étudiants, ou des réponses publiques? Alors, une composition des deux, mais le gros des réponses à attendre viendra du logement privé? Alors, les jeunes se logent majoritairement dans le logement privé. Après, voilà. Le problème des jeunes, c'est qu'ils sont plus pauvres que les autres, mécaniquement, pour plein de raisons, parce que les salaires sont plus bas, parce qu'ils n'ont pas de filet de sécurité, il n'y a pas de RSA. Et ce qui fait que, de toute façon, même s'ils se logent principalement dans le logement privé, notamment c'est lié au fait du déficit de l'offre publique, hein, de toute façon, il va falloir développer l'offre publique pour avoir ne serait-ce que le fameux objet rare qui est le T1 abordable. Donc c'était dans l'argumentaire, hein, la question de la compétition sur le T1 abordable. Les jeunes ne sont pas les seuls à avoir besoin de ce T1 abordable. En gros, les grandes modifications sociodémographiques, elles invitent à multiplier le nombre de T1 abordables et ce n'est pas ce qu'on construit. Donc la résidence habitat jeune, qui est composée d'un empilement de T1 abordables, évidemment, elle va devoir répondre à un ensemble en fait, de priorités définies par l'État. Donc, on s'en sort pas trop mal, c'est-à-dire on coche à peu près toutes les cases, on reçoit, suite à la loi Taquet, on a sorti les jeunes des hôtels. Bon, on a pris les jeunes protégés par l'aide sociale à l'enfance. Suite au plan saisonnier, il fallait loger les saisonniers. On a logé les saisonniers. En fait, il y a un certain nombre de politiques publiques qu'on coche, mais le problème, alors tout à l'heure a été évoqué les silos, les fameux silos. Tout le monde se plaint des silos, mais je vous assure, quand vous êtes à l'intersection des silos, c'est-à-dire à la fois au creux des politiques sociales, des politiques de la protection de l'enfance, des politiques territoriales, des politiques d'économie sociale et solidaire, c'est ce que sont les foyers jeunes travailleurs ou les résidences habitat jeunes. En fait, le problème, c'est que d'abord, on a 10 ministres de tutelle. Là, on en a moins, ça va mieux. Mais, Enfin, ils sont démissionnaires, ils sont là, mais ils sont démissionnaires. Et ça veut dire qu'on vient porter notre dossier auprès de 10 ministres qui nous disent « c'est super, mais si ça pouvait être l'autre qui s'en occupe pour le développement ». Donc effectivement, alors, les résidences habitat jeunes, c'est à la fois des résidences sociales, morphologiquement, administrativement, ce sont des résidences sociales. Donc on est dans le champ du logement, on est régi par le code de la construction, mais ce sont aussi des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc en fait, on dépend aussi du code d'action sociale et des familles. Donc mécaniquement, à chaque fois qu'on va porter notre dossier, en gros, le ministre en question nous dit poussez les autres, s'il vous plaît, pour rentrer les nôtres. Et chacun vient chercher son petit, sauf que la mécanique qui soutient en fait l'ambiance et l'équilibre, la fameuse mixité sociale, elle est liée au fait qu'on n'a pas des jeunes trop précaires et c'est tout, que des travailleurs et tout. En fait, et a été évoquée tout à l'heure la question de la mixité sociale. En fait, le pari qu'on fait, c'est pas que la mixité sociale, c'est un empilement de jeunesse différentes, puis au bout d'un moment, on les met ensemble, il va bien se passer quelque chose. On utilise le terme de brassage social en disant justement, et c'était un des aspects des questions que j'avais préparées, c'était que
dans un foyer jeune travailleur, vous n'avez pas seulement un empilement de T1 sur la tête d'un gardien d'immeuble qui fait aussi coach sportif, c'est en fait une équipe, c'est-à-dire c'est une équipe d'intervenants sociaux et qui soutiennent le projet et qui viennent faire que cet empilement de jeunesse différente, qui par ailleurs, les jeunes ils sont comme nous, ils n'ont pas plus envie de rencontrer la différence. Hein. Je veux dire, spontanément, on est quand même bien programmé pour rencontrer le même que soi. Et ben, ce brassage, il est animé par une équipe et c'est ce qui nous situe dans le champ de l'éducation populaire. Voilà. Merci beaucoup. Christophe. Alors, Christophe Robert, il y a bien longtemps que le travail de la Fondation Abbé Pierre ne se limite pas, mais on va évidemment faire un focus sur eux, aux populations les plus fragiles. Hein. Le rapport sur le mal logement est devenu une source très très large pour l'ensemble de ceux qui travaillent sur ces sujets. Alors, un regard sur la question de l'offre. De quelle nature doit-elle être? On n'a pas cité d'ailleurs l'expression, mais tous les enseignants qui ont parlé ont mis du contenu, d'aménagement du territoire. On va parler de qualité, ça a été cité, et Pierre t'a expressément cité. Vous êtes intervenu il n'y a pas longtemps pour parler des logements qui étaient mal conçus pour l'excessive chaleur, et qui, curieusement, étaient beaucoup occupés par des populations moins favorisées. Donc on va parler de qualité de logement. Et puis ensuite, bien sûr, un focus, cette offre qui s'est effondrée. On a eu des chiffres tout à l'heure, dans le neuf, dans l'ancien, plus de mobilité locative, des transactions qui ont perdu pratiquement un tiers de leur vigueur. Quel préjudice particulier ça porte à la population dont la Fondation Abbé Pierre a une part de la responsabilité, c'est-à-dire les plus démunis? Eh bien, beau programme. Bonjour à toutes et à tous. Une chose aussi, pardon, on n'a pas de ministre du logement. Hein, il existe, il est démissionnaire, il n'est pas avec nous, Guillaume Casbarian, mais il y a ici beaucoup de ministrables du logement. Alors, je ne dis pas parce que c'est Christophe qui va parler, il n'est pas le seul, mais il y a ici, donc je vous invite à rencontrer énormément, à échanger, parce qu'il est assez probable que vous échangiez avec celui qui va être ministre du Logement dans les jours qui viennent. Voilà, c'est tout. Je tiens à vous dire ça. Travaillez utile, s'il vous plaît. Christophe. Eh ben, dis donc. Merci déjà, merci Jean-Luc, merci à tous les bénévoles, c'est vraiment un événement auquel je suis ravi de venir à chaque fois. D'abord, une petite note d'humeur, de contexte par rapport à cette question politique. On a vécu 7 ans, 8 ans très difficiles sur le front du logement. Tout le monde le sait ici, pas la peine de rappeler les chiffres. Mais d'un point de vue politique, c'est quand même une vraie catastrophe. C'est-à-dire le désintérêt sur la question du logement que nous connaissons depuis des années est une catastrophe. C'est-à-dire que quand tous les gens ici réunis et d'autres savent à quel point c'est déterminant pour la vie de chacun et pour la vie des territoires, c'est ce qu'on dit. Voir qu'un choix de politique publique, c'est de faire du logement le principal contributeur à la baisse de dépenses publiques, c'est un énorme problème. Et en venant ici, je me disais, bon, en ce moment, il y a des ministres qui sont démissionnaires et qui sont ministres. Mais il ne se passe rien. Et puis, il risque de pas se passer grand-chose pendant les 2 ans qui viennent. Et je voudrais juste prendre un exemple du problème démocratique que ça pose. Nous nous sommes battus pendant 2 ans, nous, d'autres, pour faire reconnaître à quel point des personnes qui appellent le 115 le soir ne se voient proposer aucune solution. Aujourd'hui, c'est 6500 personnes qui appellent chaque soir, donc ils font l'effort d'appeler, donc il y en a plein qui n'appellent pas, à qui on ne propose pas de solution alors qu'ils n'ont pas un toit sur la tête le soir, dont 2000 enfants. Ce qui est une augmentation, c'est un doublement depuis 2020, sur la partie enfants. Pendant des mois et des mois, on se bat, on fait prendre conscience de la violence que ça représente pour nos concitoyens les plus fragiles. On finit par obtenir, par le ministre qui était ici même présent, Patrice Vergrit, l'année dernière, 120 millions d'euros. Des annonces fracassantes, 120 millions d'euros, ça y est, on va pouvoir un peu mieux apporter une réponse satisfaisante à tout à chacun. La communication se fait autour de ça. Nous, on se dit, ben c'est bien, enfin, vous rendez compte qu'il y a des souffrances derrière. Ces 120 millions, ils ne sont pas sur la table aujourd'hui. Il ne se passe rien. On demande, on dit, ben alors comment on peut, est-ce qu'on peut ouvrir plus? Les territoires ne savent pas comment gérer, donc ils ne peuvent pas ouvrir plus de places parce qu'ils ne peuvent pas engager les moyens financiers, etc., etc. C'est quand même un énorme problème. Deuxième petite note d'humeur. On a 2 ans utiles encore sur ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça va être très compliqué, ça en est tous conscients. Est-ce que le logement ne pourrait pas être un bon vecteur, un bon levier pour aller rechercher
du consensus sur la nécessité de développer des réponses sociales, répondre aux enjeux sanitaires, répondre au développement économique des territoires, ça a été dit, répondre à l'emploi. Votre communication d'hier montre l'inquiétude sur le volet emploi dans le domaine du bâtiment. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, nous tous, vraiment porter, je le dis aux députés ici présents, à d'autres présents, pour dire, écoutez, là, il y a peut-être, oublions finalement ce raté depuis 8 ans, cette catastrophe sur le front du logement, et construisons avec les parlementaires quelque chose, peut-être transpartisan même, qui puisse être capable de ne pas faire perdre encore 2 ans et demi dans ce pays. Voilà, ça c'est la note d'humeur. Sur la question de la production, du choc de l'offre et les questions que Henri Buzicazo posait, Pierre Madec a dit beaucoup de choses, vous avez tous dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas y revenir. Dans un monde idéal, si on était face aujourd'hui à des responsables politiques qui nous diraient « Allez, on va faire ensemble une autre politique du logement », dans ce monde idéal, et c'est ce que nous avons proposé avec le CNR, que j'ai coprésidé avec Véronique Bédag, c'est de dire il faut faire feu de tout bois sur tous les leviers, en fait. Il ne faut pas choisir l'un pour l'autre, parce que les réalités territoriales ne sont pas toutes les mêmes, parce que malgré tout, si on avait une vraie ambition, la chaîne, elle pourrait fonctionner, la mobilité, elle pourrait fonctionner, et donc il faudrait encourager l'accession sociale à la propriété, et donc il faudrait faire plus de BRS, et donc il faut des outils d'aide à la production, d'incitation à la production par la fiscalité, et donc il faut remettre le logement social sur les bons rails, plutôt que de lui piquer le fric comme on le fait depuis des années et des années avec les conséquences que l'on connaît. Donc dans ce monde idéal où on pourrait se dire on serait face à des politiques publiques qui seraient vraiment engagées avec la question de l'emploi, avec la question de la transition écologique, mettre le logement aussi au cœur de tout ça, on pourrait faire ça. Sauf que ce moment-là, aujourd'hui, il n'est pas là. Donc on n'est pas dans ce scénario-là. Donc premier élément de réflexion. Avec un argent rare et cher, on a une question qui nous est posée à tous. Est-ce qu'on ne doit pas mettre le paquet sur l'offre accessible ? Ne pas attendre le grand soir de la mobilité pour pouvoir répondre aux besoins sociaux de ce pays. Quand je dis les besoins sociaux, je ne vous parle pas seulement des personnes à la rue, je vous parle des catégories modestes, je vous parle des classes moyennes inférieures. C'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on ne doit pas vraiment mettre toutes nos forces pour la production de logements à loyer accessible ? Parce que c'est là que les besoins sont prioritaires. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi ? Parce que dans un monde, celui que nous connaissons, où tout est à l'arrêt, tu l'as dit Henri, au fond, ça éloigne encore plus les plus fragiles de solutions dignes. Quand il y avait des logements de mauvaise qualité, mais enfin de moyenne qualité dans les centres-villes, ça servait à loger les mal logés, enfin les personnes fragiles, si vous voulez, donc qui étaient moins mal logés ou mieux logés. Quand vous avez des classes moyennes qui sont sur ce segment-là, parce qu'il n'y a pas autre chose, ou parce que c'est trop cher même pour eux, même quand ils bossent, eh bien, ils vont prendre cette place-là. Et donc, on renvoie toujours plus loin les plus fragiles. Je dis ça parce que le débat que nous avons eu avec les responsables politiques ces dernières années, ce n'est pas ça qui était en train de se tramer. La place qui est faite au logement intermédiaire, par exemple. Je pense évidemment aux modifications inacceptables, qui seraient une erreur historique de la loi SRU, mais pas seulement. La place qui est faite au logement intermédiaire, sur le papier, moi je suis favorable à ce que nous développions le logement intermédiaire, puisqu'il manque une partie du logement intermédiaire. Mais concrètement, si on met le paquet sur le logement intermédiaire dans l'espoir qu'au fil du temps, la chaîne puisse permettre aux plus fragiles de se loger, etc., parce qu'il y aura de la mobilité, et je crois à ça. Mais le problème, c'est qu'il y a de la concurrence sur le foncier, il y a de la concurrence sur les modes de production, la capacité de production, sur les aides publiques à produire. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le débat autour de la loi SRU. Le ministre nous dit, mais enfin, vous n'êtes quand même pas contre le logement intermédiaire, monsieur Robert. Ben, pas du tout. Mais pourquoi le faire à la place du logement social ? C'est quoi la logique ? Pourquoi vouloir réduire le logement social au profit d'une offre intermédiaire ? En fait, c'est très dogmatique sur le papier. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je m'arrêterai là-dessus dans le propos liminaire, c'est que, ça a été dit par Pierre Madec, oui, il faut qu'on produise plus. Donc on peut se dire quoi et où est-ce qu'on met le fric de la collectivité publique. Je parle de collectivité locale comme État. Mais il faut absolument qu'on joue sur l'existant. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est là où il y a un choix de société. De la même manière que le gouvernement a souhaité faire des économies considérables, 1,3 milliard d'euros par an sur les HLM avec les effets que l'on connaît, 80 000 logements sociaux l'année dernière, alors qu'à une époque on était à 120 000.
c'est quand même 40 000 de moins par an. Sur 10 ans, ça fait 400 000 logements sociaux au moins disponibles dans le pays. Donc c'est une catastrophe. Mais ce que je veux dire dans l'existant, c'est que, et c'est là à mon avis, la question de soit on a une grosse politique et on fait feu de tout bois comme on l'a proposé au CNR, soit on cible sur les plus modestes et les classes moyennes inférieures jusqu'aux plus pauvres. Dans le parc existant, il va nous falloir déployer des outils qui peuvent aider les ménages à se loger. Il y a eu aussi des économies à côté de la RLS sur le logement social, sur les APL. Hein, ça atteint 4 milliards d'euros par an, les économies sur le logement social et sur les APL. Et c'est là où aussi la question de l'encadrement des prix. Je suis désolé, ce n'est pas dogmatique, mais l'encadrement des marchés, l'encadrement des loyers, la fiscalité aussi, qui peut être un levier qui nous permettra une fiscalité dissuasive sur la rétention foncière, par exemple. Les APL, le chèque énergie qui va nous permettre d'aider les ménages à se chauffer convenablement, il faut qu'on aide les gens aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on arrive à... Je sais pas, moi, il y aura peut-être une alternance un jour dans ce pays, ou peut-être que le gouvernement ou le président de la République va se réveiller en disant « je veux faire une bonne politique du logement », mais ça va mettre du temps, même si jamais on était dans un engagement fort, parce que le logement est si important. Mais en attendant, il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger. On ne va pas les citer ici, toutes les catégories qui sont concernées. Et un nombre de plus en plus important, dans des territoires de plus en plus importants, c'était dit dans l'introduction. Donc il nous faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table pour aider les gens à se loger dans les conditions actuelles du marché. Et un débat public sur qu'est-ce qu'on est prêt à réguler, qui n'est pas un gros mot. Réguler, ça ne veut pas dire tout administrer. C'est le débat que nous avons eu sur les locations saisonnières. Il y a 4 ans, ça paraissait inconcevable de réguler. Aujourd'hui, des maires de droite et de gauche vous disent « c'est insupportable, je ne maîtrise plus, tout est en train de partir, je construis 3 000 logements sociaux, mais il y en a 10 000 qui sortent dans des locations saisonnières, etc. etc. » Donc à un moment, on se dit il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Ça ne peut pas être chacun individuellement. Donc il faut encadrer, réfléchir ensemble, réguler, adapter. Et c'est là aussi où c'est intéressant, parce que vous donnez des outils nationaux. Je suis d'accord avec Pierre Madec sur la nécessité d'une politique nationale, notamment pour lutter contre les inégalités territoriales, mais après, c'est aux acteurs locaux de les mettre en œuvre concrètement. Nous, par exemple, pour donner un exemple, et je m'arrête là-dessus, parce que je pourrais partir trop longtemps, je pense. L'encadrement des loyers. Nous, on est pour que... Alors d'abord que chacun puisse le faire s'il a envie de le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut demander l'autorisation à l'État, et encore, c'est de manière temporaire, expérimentale, peut-être ça sera reconduit. Patrice Vergrit, ici même, avait dit qu'il souhaitait plus de souplesse, et que les élus puissent décider, point barre. Tout à fait. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il était sincère. Je pense qu'il faut aller plus loin, c'est qu'il faut leur permettre de dire on va le mettre à tel niveau, le médian, et le majorer à tel niveau, et on va pouvoir le baisser. Nous, on est même pour dire que, par exemple, dans les arrondissements parisiens, on puisse avoir des différences de taux. Donc, on peut, sans tout administrer, je pense, organiser les choses en confiance avec les territoires. Enfin, et je termine là-dessus, comme il y a une inquiétude, ça a été dit en introduction, sur... l'arrêt de la production, un certain nombre de réflexes défensifs, on ne veut plus construire, etc., etc. Il me semble qu'il y a des outils qu'on a proposés dans le cadre du CNR pour encourager les maires bâtisseurs, qui pourraient tout à fait être remis sur la table, dans un esprit qui consiste à dire, il y a des besoins, allez-y, nous, on vous accompagne, de la même manière qu'on avait proposé l'encadrement du foncier. Voilà. Merci Christophe. Intéressant, une observation, avant que Pierre ne pose la question à un invité suivant. Dans les propositions, aujourd'hui, je crois qu'il faut être responsable. Christophe vient de le rappeler, Marianne aussi. L'argent public est rare. Bon. Donc c'est par priorité qu'il faut raisonner, et aussi avec des mesures qui ne sont pas que budgétaires. Il vient d'en être cité. J'invite les autres débatteurs à s'astreindre aussi à ça. Moins d'argent, ça veut dire aussi des mesures d'une autre nature. Sébastien Labourdette, une question que je voudrais poser sur le choc de l'offre. On en parle beaucoup, Pierre Madec l'a décrit, mais le choc de l'offre, vous qui construisez, qui représentez les constructeurs à la Fédération française du bâtiment, c'est un mythe. Vous ne construisez que ce que vous vendez. Est-ce qu'un choc de l'offre, ça passerait pas plutôt d'abord par un choc de la demande ? Bien, bonne question, bonjour à tous, merci de votre invitation. Je vais répondre à votre question, mais si on dézoome un petit peu le sujet ou le débat, on a globalement une profession, la Fédération française du bâtiment, qui décrit globalement le scénario que l'on vit depuis 3 ans. Précisément, il y a 3 ans qu'on répète la même chose et qu'on annonce le moment que l'on vit.
Donc, ce débat, on peut le tourner comme on veut. Si je le souhaite un peu macro et dézoomer un peu le sujet, si je n'ai pas forcément envie de rentrer dans le débat technique, parce que si vous prenez les travaux de conclusion qu'a fait le CNR Logement, comme le citait mon collègue d'à côté, tous les éléments techniques du sujet du logement figurent dans ce rapport, dans ce travail qui a été fait pendant 2 ans avec des professionnels compétents. Près de 200, on le rappellera. Près de 200, il y en a beaucoup ici. Beaucoup sont là. À ce travail pendant près de 6 mois. Tout à fait. D'ailleurs, même le Conseil national de l'habitat, sous la présidence, je crois, à l'époque de Lionel Cos, avait repris certaines mesures. Et donc, en fait, tout le débat technique, j'ai presque envie de vous dire que j'en reste là, il existe. Le document existe, les travaux sont faits, les propositions sont faites. La Fédération française du bâtiment a écrit tout ça avec tous les professionnels qui sont autour de moi depuis un bon moment. Par contre, sans plomber l'ambiance, je pense que le naufrage, il va durer un moment. Parce que, en fait, on n'a rien fait depuis 3 ans. J'étais à cette même table l'année dernière, il y a 1 an, et sans plomber l'ambiance, je pense que si vous reprenez les propos d'il y a 1 an avec Patrice Vergrit, en 1 an, sur les débats techniques, je ne suis pas persuadé qu'on ait touché à grand-chose. Ce qui me permet de dire que, en fait, le débat, il n'est pas technique. Le débat, c'est un exécutif qui doit prendre une forme de politique de logement sur le temps long, une décision, une stratégie. On parlait des décisions transpartisanes tout à l'heure, de débats qui sont des raisonnements de société, en fait. C'est un programme sociétal qui fait que le logement, c'est un besoin primaire de tous les Français. Et aujourd'hui, le sujet, il est de savoir si on veut laisser des gens dedans, dehors, ce qu'on veut en faire, qu'ils soient jeunes, anciens, étudiants ou travailleurs, qu'ils habitent à Bunus ou à Paris. Le logement, c'est la problématique de tous. Donc ça, c'est ce que je voudrais rappeler ici. Tout à l'heure, dans le propos introductif, on parlait de nombres. On parlait de... Alors, a priori, cette année, en 2024, on sera sur 240 000 logements permis de construire, qui créeraient 240 000 logements. On demandait le nombre tout à l'heure, en fin de conclusion de table ronde, j'en sais rien. Le nombre, je peux vous dire 400 000 si vous voulez. En tout cas, c'est ce que vous venez de me dire, c'est ce qui correspondra à la demande. Le vrai nombre, c'est ce qui fera que chaque demande sera satisfaite par un logement, qui soit intermédiaire, qui soit d'accession à la propriété, jeune ou ancien, ça sera ça le bon nombre. Vous êtes dans un département, les Pyrénées-Atlantiques, où aujourd'hui il y a 20 000 demandes de logement non pourvues. Donc à cette échelle du département, c'est ce chiffre. Parallèlement, je ne pense pas qu'il faille opposer les segments. Moi, je ne pense pas qu'il faille dire qu'il faut mettre le paquet sur tel ou tel secteur, j'en suis pas persuadé. Je pense qu'il faut une vraie politique de l'offre complète, qui puisse satisfaire tout le monde. Je pense qu'on a besoin de tous pour revenir à un niveau de construction suffisant. Le niveau de construction suffisant, aujourd'hui, le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, pour le remettre dans son contexte numérique, c'est le chiffre de l'année 1959. Donc si en 1959, on construisait 250 000 logements, est-ce qu'en 2024, 250 000 suffira? Tout le monde aura compris que non, au vu de la croissance de la démographie. La France avait 25 millions d'habitants de moins, quelque chose comme ça. Probablement, et si on le remet même à un nombre d'habitants équivalent, je pense qu'on remontera encore avant. Donc on a tous compris que le sujet n'est pas réglé. Pour autant, on n'est pas naïf, vous le disiez Christophe, les moyens sont limités, ça on en a conscience. Mais aujourd'hui, si même on remet la question du financement du logement sur la table, le logement, c'est une recette fiscale pour l'État, pour les collectivités locales. On dit que c'est un coût. Moi, ça me révolte. Le logement, c'est pas un coût. La construction, le fait qu'on construise des logements, on ne crée pas une dette pour le pays. On répond à un besoin primaire des Français qui est de se loger. Et ensuite, on crée de la recette fiscale. Les aides au logement sur l'année 2023 ont ramené à Bercy 53 milliards d'euros. Donc aujourd'hui, ça c'est un chiffre. Lorsqu'on avait des dispositifs que l'on a défendus, qui sont encore dans les critères que j'ai évoqués du CNR ou les critères techniques, il y en a 2 qui sont indispensables, urgents et imminents. Ce sont le prêt à taux zéro pour relancer le financement et un statut qu'on appelle nous le statut de bailleur privé, appelez-le comme vous voulez, en tout cas une aide à l'investissement. C'est quelque chose qui rapporte à l'État. Le prêt à taux zéro, on a des chiffres qui font que chaque prêt à taux zéro ramène 25 000 euros à l'État dans le cadre de la construction. Donc moi, je parlerai plutôt de manque à gagner aujourd'hui, le fait de baisser le nombre de logements, de manque à gagner pour les recettes de l'État, et en tout cas de ne pas satisfaire les besoins primaires des Français. Pardonnez-moi, mais en fait, ce que vous souhaitez, c'est de voir l'État adopter une position d'investisseur qui va obtenir une rentabilité des aides qu'il va injecter dans le secteur, et non pas une vision simplement comptable où on dit ça coûte trop cher, il suffit simplement de couper les dépenses pour respecter les contraintes budgétaires. C'est ça l'idée.
Moi, j'ai envie de dire au futur gouvernement, lorsqu'ils pensent, ou lorsque certains disent qu'on coûte, moi je dis qu'on rapporte. Voilà, Oui, on le ça. tourne comme on veut, moi je dis qu'on rapporte. Pour vous confirmer ce point, je pense que depuis 30 ans, tout gouvernement successif, tous confondus, de tous bords politiques, ont compris qu'à un moment donné, la construction, c'est un vecteur de croissance. D'ailleurs, quel est un des facteurs qui fait fortement baisser le PIB en ce moment? C'est la construction. Oui. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui confirme que la construction, elle est nécessaire. Résumons-le à ce qui est un plan, c'est le CNR, un plan général de construction sur un plan du logement, sur plusieurs années, sur du temps long. Vous connaissez un investisseur privé qui va mettre un investissement sur 20 ans dans une stratégie qui ne connaît pas à échéance 1 ou 2 ans. Ça n'existe pas. Donc c'est donner de la confiance, de la trajectoire et du temps long. Je vous rappelle, j'ai lu quelque chose qui me marque et qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, un logement, dans la plupart des jeunes, dont vous parliez, madame, tout à l'heure, les jeunes, c'est fonder une famille, c'est fonder un foyer, c'est faire des enfants. Aujourd'hui, c'est la France, ça. Si vous ne faites plus un logement pour mettre à la disposition de ces jeunes quelque chose d'accessible pour répondre à un besoin, vous n'aurez plus ces projets de vie. Est-ce que tu imputes la baisse de la démographie, de la vigueur, de la natalité, pour partie au manque de logement et au manque de production? Oui, je crois avoir même lu que, a priori, 23% de baisse d'imaginer de faire un enfant dans les jeunes couples est lié au fait qu'il n'y a pas de projet de logement. Et ça, c'est grave. Ça, c'est notre responsabilité. Alors, c'est toujours un plaisir de venir, évidemment, dans ces débats. Faut-il juste que l'exécutif qui sera mis en place dans les prochains jours ait compris qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. On pourra toujours tout se dire. L'outil technique, il existe, à mon avis. Aujourd'hui, c'est une décision de l'exécutif, quel qu'il soit. Et je pense qu'il faut démontrer que ce sujet, alors je ne sais pas s'il est politique ou transpartisan, en tout cas, ça relève d'une décision qui n'est pas forcément liée à vouloir prioriser tel ou tel secteur. C'est un besoin général, urgent, imminent, mais qui durera quand même encore longtemps, parce qu'on n'a toujours pas pris le début de l'histoire par le bon bout. Avant de lancer le président Rogemont, je précise qu'on aura un quart d'heure de questions-réponses à la fin de la table ronde. Ce sera frustrant, comme le disait Jean-Luc Béraud, mais ce sera déjà ça. Marcel, on va parler pas seulement de l'offre des quelques 178, je crois, offices publics de l'habitat, mais plus largement de l'offre HLM, avec l'ensemble des contributeurs, les ESH, la présidente est avec nous, les coopératives. Cet effondrement, notamment des agréments HLM, un chiffre a été rappelé tout à l'heure, je crois que c'était un peu plus de 82 000 en 2023. Non, 71 000. Alors bon, voilà, moins encore, j'avais en tête ce chiffre-là. Qu'est-ce que va être 2024? Probablement plus bas encore. Donc une offre qui n'est pas abondée, une file d'attente, on a parlé, je crois, des 2 600 000 demandeurs. Alors pour partie, ce sont des personnes qui veulent changer de logement HLM, mais pour partie, des personnes qui n'ont pas de logement HLM, mais qui ont un besoin criant. Les conséquences, qu'est-ce qu'il faut faire avec quand même la responsabilité, encore une fois, de se dire qu'il y a moins d'argent public? Il y a eu un débat. Il a été lancé par Guillaume Kasbarian à la faveur du projet de loi sur les règles du jeu aussi, à l'intérieur du logement HLM. Est-ce qu'il y a des choses à faire qui libéreraient une partie de l'offre sans stigmatiser, mais de façon très, très claire? Toutes les mesures ne seront pas financières, je le rappelle. Donc, est-ce qu'il y a des mesures réglementaires dans le fonctionnement de l'offre HLM? Le locatif HLM, c'est quelque chose comme 40% de l'offre globale. On parlera avec ton voisin, avec Loïc Quentin, de la partie logement privé, mais c'est déjà une très grande partie. Et on peut aussi parler d'accession à la propriété issue du mouvement HLM. Bah, écoute, ça fait beaucoup de choses. Moi, je voudrais je te fais d'abord porter le chapeau. Oui, je porte le chapeau, bien sûr. Je pensais qu'il allait y avoir du soleil, moi, bêtement. Donc, je suis un fervent défenseur du soleil. Oui, mais j'entends plutôt l'orage gronder au moment où je prends la parole, donc je me dis, ça va pas être facile. Première chose, je voudrais partager avec vous, je suis un fidèle lecteur de la revue Esprit, et en septembre 2021, un très bon article avait été écrit par 2 personnes, dont l'une d'entre elles est dans cette salle, William Le Goff, et il parlait du logement social, de l'état solide à l'état liquide.
Et j'ai trouvé que cette maxime était très parlante de la situation que nous vivions actuellement. Moi, je vois d'abord le solide, c'est pas simplement le système de financement, etc. Moi, ce que je vois derrière, c'est ce que Christophe disait à l'instant, c'est des personnes, c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des hommes qui vivent dans un pavillon, dans un immeuble. C'est de la vie, c'est notre vie. Moi, je suis né dans une HBM, c'est l'ancêtre des HLM, à la cité Roger Salingro, à Cois-la-Forêt. Je sais ce que c'est, et je pense que nombre de personnes ici ont vécu dans une HLM. C'est d'abord les rencontres que l'on fait avec les autres, quand enfant on joue avec les autres, etc. C'est de la vie dont il s'agit. C'est ça, pour moi, le côté solide du logement social. Et puis, voilà qu'en septembre, les mois de septembre sont très mauvais, hein. En septembre 2017, un ministre, Julien de Normandie, dit au congrès HLM, « Eh les gars, là, et les filles, à parité, là, hein, tout le monde, là. » C'était à Strasbourg. C'était à Strasbourg. « Vous devez valoriser vos actifs. » On a du mal à l'entendre parce qu'il y avait des cris dans la salle. Oui, c'est bien que tu le rappelles. Oui, et c'est quand même dur à entendre. Des sifflets. Ça veut dire quoi, valoriser nos actifs? Ça veut dire que déjà, c'est une conception de l'immobilier qui dépasse d'ailleurs le logement social. Les premières mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs depuis 2017, premièrement, on supprime l'ISF, on crée l'IFI. C'est-à-dire que l'immobilier est conçu comme un capital qui ne tourne pas, qui est fixe, et donc ça ne rapporte pas à la société. Il faut que le capital tourne. On taxe donc l'immobilier. Et c'est le cas du logement social. Avec la réduction de loyer de solidarité, un truc barbare, comme on aime le faire dans le logement, parce que moins on y comprend dans les acronymes, mieux on peut tranquillement faire sa politique. Mais en fait, c'est une taxation sur le chiffre d'affaires, puisque c'est taxé sur les loyers. Et donc, pour économiser les APL, hein, c'était rappelé par... notamment, pas seulement. Parce qu'il y a une part... Enfin, je ne vais pas trop aller dans le débat, mais c'est une taxation sur le chiffre d'affaires. Alors moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette affaire. Je vais regarder quels sont les secteurs économiques qui sont taxés sur le chiffre d'affaires. Ah ben, il n'y en a pas beaucoup, hein, je peux vous le dire. Alors, il y en a un, par exemple, c'est la Française des Jeux, qui est taxée sur le chiffre d'affaires. La Française des Jeux est taxée sur le chiffre d'affaires à concurrence de 5,1% de son chiffre d'affaires. Nous, on est à 5,5%, on fait mieux que la Française des Jeux. Je dis cela, c'est parce que c'est l'incongruité de la réflexion sur laquelle repose la politique et les politiques qui ont été menées. Absolument, évidemment, le logement, c'est un empêcheur de tourner en rond pour l'économie. Et donc, à partir de là, les gens qui vous parlent de choc de l'offre, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Quand Guillaume Casparian me dit sur la loi SRU, c'est quand même pas une vache sacrée, je lui dis, écoute, Guillaume, c'est pas une raison pour lui faire une vacherie. Hein, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? J'ai dit, donc on est en face de cette situation. C'est 2 milliards de moins pour le logement social. 2 milliards de moins pour le logement social, c'est plus de 20 milliards d'investissements. Moi, je préside un organisme d'HLM, je l'ai présidé pendant des lustres. Je mets 30 000 à 35 000 euros de fonds propres pour construire une habitation à loyer modéré. 2 milliards divisé par ça, ça fait 65 000 logements. Cette année, à tout casser, on va faire 60 000. Il faut dire qu'en 2017, la Caisse des dépôts, avec le système qui avait été mis en place, prévoyait qu'en 2036, on serait à 66 000. On a de l'avance. Mais les objectifs qui avaient été fixés, je crois, par Emmanuel Vargon, en concertation avec vous, c'était 120 000 logements par an, c'est-à-dire le double de ce à quoi on est en train d'arriver. Et il manque ce que tu viens de signaler. Enfin, soyons clairs, hein, moi je n'ai jamais accepté ce genre de discours sur le choc de l'offre. Attendez, la force de profération des mots ne vaut pas action.
Pensez qu'en 2016, j'étais encore député, le budget du logement, c'était 42 milliards. Là, je vois des députés, là. Le dernier budget que vous n'avez pas encore voté est à 36 milliards. C'est ça, hein, 36. 6 milliards de moins. Quel est le secteur économique en France qui, rapporté au poids dans le budget qu'il a pu baisser de ce niveau-là? Il n'y en a pas un seul. Taxé sur le chiffre d'affaires plus que la Française des Jeux, et voilà le résultat. Donc je dis ça, c'est parce que on est très loin. Si on fait le calcul que je disais à l'instant, on n'est pas loin des 126 400 agréments, c'est-à-dire projets de construction d'HLM qu'il y avait en 2016. Voilà. Je dis cela, c'est parce qu'il faut savoir de quoi on parle et quelle est la réalité qui est vécue par nous tous. Le gouvernement se dit, il y a 5 500 000 logements sociaux. À 100 000 euros la bête, ça fait 550 milliards. Il se dit 550 milliards qui ne tournent pas. 555 milliards qui pourraient, si ça tournait un peu plus, ça pourrait peut-être financer une partie de la dette, quoi. Donc on est en face de cela. Pour moi, c'est une douleur de vous dire ça. La deuxième chose que je voudrais faire partager avec vous, c'est, fort heureusement, il y a des bonnes nouvelles, c'est sur le logement abordable. Même si, et j'y viendrai, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je note que Ursula von der Leyen, si elle est reconduite, comme elle devrait l'être, a décidé, contre les traités qui gèrent l'Union européenne, de confier la question du logement à un commissaire. Dédié. Voilà. Pas un commissaire dédié. Il aura la responsabilité, notamment, du logement. Je dis ça, c'est plutôt positif. Mais en même temps, c'est une interrogation. C'est-à-dire que ce que nous vivons ici, en France, est vécu dans tous les pays de l'Union européenne. Ça montre quoi? Que le marché, ça ne fonctionne pas pour le logement. Ça ne peut fonctionner que s'il y a un accompagnement public. Et quand l'accompagnement public passe de 42 milliards à 36 milliards, forcément, il y a de la casse. Une question, Marcel, sur la production. Tu dis chose forte, et on parle de politique nationale. Ça rejoint le propos de Pierre Madec, par exemple, ou de Christophe tout à l'heure. Les politiques locales, l'attitude des maires, ce débat a été rouvert par le projet de loi Kasbarian, qui est tombé aujourd'hui, mais avec, est-ce qu'il faut assouplir le SRU, mettre du logement intermédiaire dedans, finalement ça va aider les maires à construire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un problème avec cette gravité de crise que les maires voient de plein fouet sur la production, l'acceptation de la production, notamment HLM? Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. Regardons très simplement ce qu'a proposé Kasbarian. Et j'ai dit, sur la loi SRU, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, on dit aux gens, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que vous devez remplir tels objectifs de production de logements sociaux, et on leur dit, puisque vous ne l'avez pas fait, on va vous récompenser. D'accord ? Au lieu de construire que du logement social, vous pouvez construire aussi du logement locatif intermédiaire. Ben ça, donner une carotte à ceux qui n'ont rien foutu. Ben ça colle pas. Ça colle pas. Je veux dire, c'est clair. Oui, c'est plus que clair. C'est évidemment pas simplement, c'est évidemment une remise en cause fondamentale de ça. Deuxième sur la question que tu poses, c'est le logement locatif intermédiaire. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu la commission Rebsamen qui avait dit comme ça, pour l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties, donc l'exo de TFPB. Hein. Eh bien, on va mettre en place un crédit d'impôt, de façon à ce que les communes ne soient pas empêchées, parce que sinon, c'est les autres qui financent la taxe foncière. Donc, de dire, on va mettre en place un crédit d'impôt. Bon. 7h du matin, je téléphone à François Rebsamen. J'ai dit, François, il y a un petit problème, c'est que je ne paye pas d'impôt, moi, sur les sociétés. Ah ben voilà. Oui. Alors on met en place un petit truc on bidouille un truc pour 10 ans sur les logements qui sont construits avant la date de remise du dossier, sachant qu'il faut qu'au préalable vous ayez, enfin bref, un truc imbitable pour les offices, enfin pour le logement social. Donc
Mais par contre, le logement locatif intermédiaire, lui, il a une exonération de taxes foncières. C'est étonnant, ça veut dire que les gens, les élus, ne veulent pas construire du logement parce qu'il y a l'exo de TFPB. Écoutez, moi j'ai été 20 ans adjoint aux finances de la ville de Rennes. Alors là, qu'on me cite des élus qui nous disent que l'on ne construit pas de logement parce qu'il y a l'exonération de taxes de... Non, ça c'est des calculs qu'on fait quand on est adjoint aux finances en fin de parcours. On dit tout ce que l'État nous doit, aurait dû nous donner, etc., les compensations qui ont baissé, etc. On bidouille ça pour avoir un chiffre de présentation en disant les méchants du gouvernement. Ça ne change pas, c'est toujours les méchants du gouvernement. Donc voilà. Mais je reviens sur le logement locatif intermédiaire. Voilà un produit, Casparian me dit ça, c'est pour les classes moyennes. Ah, j'ai dit, Guillaume, est-ce que vous avez bien regardé les plafonds de logement? Je dis, moi, je prends Paris. Ça, le logement locatif intermédiaire, si nous respectons les plafonds, ce qui est, on va discuter à perte de vue là-dessus, mais si on respecte les plafonds, ça intéresse les gens qui, habitant à Paris, ont des revenus entre 80 000 euros et 100 000 euros. Alors je lui dis à Casparian, j'ai dit donc ça c'est les couches moyennes. Je lui dis les plus riches, quoi, des couches moyennes, on va dire ça. En province, c'est entre 50 000 et 80 000 euros. Voilà. Les réalités, voilà. Et Madame Vargon, là, puisque vous en parlez, là, il y avait le Covid. Et je dis à Laurent, le directeur de la fédération, je dis, il y en a marre d'entendre comment les travailleurs clés, machin, etc. Et puis quand on essaie de savoir de quoi on parle, on ne sait pas de quoi on parle. Une analyse qui s'est faite en lien avec avec l'INSEE, avec 2 autres cabinets, on a étudié, la Fédération des offices a étudié l'Île-de-France. 1 800 000 personnes, ménages, sont touchés par un problème de logement inadapté. Temps de parcours, logement insuffisamment vaste pour se loger. 1 800 000. Sur les 1 800 000, 1 160 000 relèvent d'un logement qui a été aidé par l'État. Et sur ces 1 160 000, 88% relèvent du logement HLM, 12% du logement locatif intermédiaire. Voilà la réalité des choses. Et quand je dis cela, c'est les couches moyennes. C'est les instituts, c'est les infirmières, c'est les gens qui... etc. etc. C'est les gens qui travaillent. Les forces vives des territoires. Voilà, c'est ça. Et quand je dis cela, ça veut dire que les couches intermédiaires, les classes moyennes, enfin, on est tous des classes moyennes, quoi. C'est-à-dire, quand j'avais posé la question une fois en disant qui n'est pas dans les classes moyennes, là? Personne n'a levé la main. On est tous dans les couches moyennes, même quand on gagne bien sa vie. D'accord? On ne se dit jamais qu'on est dans les couches élevées. Et donc, derrière le logement abordable aujourd'hui et par ce gouvernement, et pas seulement, c'est l'idée qu'il faut du logement pour tout le monde. Oui, il y a eu un article du Monde qui était très bien, qui avait été fait et dont la conclusion, je la reprends pour moi. Ce sera la tienne aussi. Hein. Ça sera la mienne. Le logement locatif intermédiaire est utile. Le logement social est indispensable. Voilà. Et à partir de là, on peut construire quelque chose pour approcher les choses. Normalement, il y a besoin de tout, mais il y a des difficultés plus ou moins importantes. Le logement locatif intermédiaire utile, le logement locatif social indispensable. Justement. Merci. On remercie Loïc Quentin de sa patience, mais il y a un ordre et voilà. Et, on pourrait dire qu'on garde le plus important pour la fin. En nombre de logements, c'est vrai. Justement, à propos de logement locatif, Loïc Quentin, vous êtes président de la FNAIM. Le secteur locatif,
on ne peut pas vraiment parler de choc d'offres. Il y a eu une tension terrible, une attrition du parc au profit des locations touristiques de courte durée. Comment est-ce qu'on pourrait faire? D'abord, quel est votre diagnostic sur le marché locatif? Et surtout, quelles solutions on pourrait mettre en place pour relancer une offre locative et redonner de l'intérêt à l'investissement locatif? Dans le rapport d'Anaïs Glemer sur la fiscalité locative, il y a un tableau qui est extrêmement intéressant qui montre la rentabilité de l'investissement locatif. L'investissement locatif, ça ne rapporte rien. Donc il faut quand même... Les investisseurs privés ne demandent pas à ce que ça rapporte 10%, mais il faut quand même que ça rapporte un petit peu d'argent. Si c'est un investissement nul ou à perte, ça n'a absolument aucun intérêt. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Merci. Et puis merci à Jean-Luc de m'avoir invité aux entretiens. Et merci de participer à ces rencontres en tant que président de la Fédération nationale de l'immobilier, représentant le secteur privé. Je vais répondre à votre question. Ça faisait depuis 2008 que la FNAIM n'était pas intervenue. Merci beaucoup. Je vais répondre aux questions sur le parc locatif privé, mais tout d'abord, je voudrais avoir un billet d'humeur, comme l'a fait Christophe tout à l'heure. Je me souviens qu'un candidat à la présidence de la République élu avait dit à cette époque que plus personne ne dormira dans la rue. Et je crois qu'aujourd'hui, le constat, nous le connaissons, et que cette politique, finalement, est une politique d'échec et qui doit inquiéter tous les Français. Mais au-delà de tout ça, je pense que nous, on a un regard, je dirais qu'aujourd'hui, le logement doit être, je dirais, au-dessus de l'idéologie politique, au-dessus des partis. Le logement est d'intérêt général comme il l'est pour la santé. On doit pouvoir trouver un consensus, je dirais, entre tous sur une stratégie et notamment une feuille de route. Alors la feuille de route, quand on a parlé du choc d'offres, la feuille de route, on l'attend du président de la République. Est-ce qu'on peut imaginer un pays comme le nôtre s'exonérer, se dispenser de ne pas savoir, de ne même pas être d'accord sur le nombre de logements que nous avons besoin de construire? Quand je prends l'estimation qui nous avait été faite lors de la restitution des travaux du CNR par un représentant de l'État, chiffré à 250 000 logements, l'USH estime les besoins à 512 000 logements, la Fondation Abbé Pierre aussi à cet ordre d'idée, les promoteurs aussi, finalement, qui a raison. On a besoin aux mains de maîtres, des experts, des économistes autour d'une table et dire à l'État ce qu'il faut faire et avoir une vision partagée. Mais en même temps, je crois qu'au moment même où nous n'avons plus de ministre du Logement, mais un seul ministre démissionnaire, je crois qu'aujourd'hui se posera la question du prochain ministre et quel sera son rôle, et notamment, ce doit être un ministre de plein exercice et non un ministre délégué comme on l'a connu successivement depuis de nombreuses années. Un ministre de plein exercice parce que le logement est une urgence, et pour tous. Et je crois que dans la vision logement, ce qu'il faut changer, c'est le paradigme et peut-être notre exercice prospectif. Quand je parle de quantifier le besoin de logement, ce n'est pas uniquement sur l'année. On a toujours tendance à travailler à court terme, à court-termiste. Une vision logement pour un territoire, c'est à 15 ou 20 ans. Je dirais une feuille de route qui est reprise, quelle que soit la force politique en présence, et notamment refléter la réalité des besoins des territoires. Et en réalité, moi, ce que je souhaite d'un futur ministre, c'est qu'il soit un vrai chef d'orchestre, capable d'accompagner tous les secteurs. Le secteur locatif social, le secteur locatif privé, le secteur de l'accession à la propriété, l'investissement. Nous sommes là pour vivre ensemble, et nous sommes là, et la force politique, elle doit s'exercer pour que l'intérêt général soit défendu pour tous les Français dans leur parcours résidentiel, pouvant partir d'un logement social, d'un logement privé en location, accéder à la propriété, mais il n'est pas question d'opposer des secteurs l'un contre l'autre, et je crois que c'est de satisfaire cet intérêt général. Et plus spécifiquement donc sur le locatif privé. J'y vais sur le locatif. Comment on fait? Le locatif privé. Alors, locatif privé, malheureusement, vous savez, le parc locatif privé, c'est 7 200 000 logements, et un secteur qui, somme toute, ne progresse pas alors que la population française augmente, ou l'augmente si peu. Et pourtant, c'est vrai qu'on a consacré des sommes importantes. D'ailleurs, finalement, qu'est-ce qu'on retient de la politique logement de ces 30 dernières années? Sur le secteur privé, un soutien à l'investissement locatif au travers de réductions d'impôts ou déductions fiscales au titre de l'investissement locatif qui ont pris, sous couvert de lois éponymes portées par tous les ministres successifs, qu'ils soient de gauche, on n'a rien pu inventer d'autre que ce même dispositif. L'État vient de dire le Pinel, c'est terminé 31 décembre 2024. Quelle erreur! Comment imaginer envoyer un tel message à toute une sphère économique qui, depuis 38 ans, vit de ce dispositif et notamment est aussi son carburant principal? Il ne faut pas se leurrer.
La production neuve est vendue à 80% des investisseurs locatifs. En privant, je dirais, cette ressource, eh bien, on est incapable de relancer la machine de la production neuve. Et d'autant que les promoteurs fabriquent une bonne partie des logements sociaux, sur à peu près la moitié d'après la Fédération des promoteurs. Bien évidemment. Ce qui veut dire que derrière, si on ne soutient pas le c'est la double privé, peine. Il y a de moins en moins de logements sociaux. C'est la double peine. Et on n'a jamais vu une mesure fiscale, ou encore si on avait imaginé que l'État avait projeté un autre dispositif en se disant voilà le nouveau dispositif qui va se substituer au Pinel au 1er janvier 2025. C'est un message d'enthousiasme, mais avec un petit peu un horizon un peu plus optimiste que celui que nous traversons. Et aujourd'hui, au moment même où l'investissement locatif dans le neuf est frappé d'une concurrence par des placements d'assurance vie qui excèdent les 4%, et quand le neuf n'arrive pas à atteindre en termes de rendement locatif. Et dans l'ancien, comment on fait? Alors dans l'ancien, c'est un peu la même chose, parce que je crois que, d'abord, première des choses, que vous l'avez signalé tout à l'heure, l'immobilier taxé à l'IFI. Bon, quand les voitures de collection, les œuvres d'art ne sont plus soumises à l'ISF. On a voulu taxer l'immobilier. Et pire encore, l'immobilier locatif est soumis au taux marginal d'imposition de 45%, 17,2% de CSG CRDS, 61,2% de prélèvement total, plus l'impôt sur la fortune immobilière, plus, bien évidemment, pour les plus imposés, bien évidemment, également un environnement extrêmement contraignant qui pèse sur beaucoup de propriétaires bailleurs, une réglementation. Oui, il faut de la réglementation, mais aujourd'hui, je crois que la coupe, elle est pleine. Il y a une désaffection pour ce type d'actifs, et il va falloir restaurer une confiance du bailleur et amener, je dirais, un horizon beaucoup plus lisible et beaucoup plus optimiste. Mais je pense que... alors comment faire? Il y a des dispositifs. Nous, la FNIM, on a fait une bonne proposition. Investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. Puisque les recettes de l'État sont exsangues, on n'a pas d'argent. On dit, vous investissez aujourd'hui, vous détenez votre patrimoine pendant 10 ans. Et les 10 années suivantes, au moment, effectivement, où vous prendrez votre retraite, vous serez exonéré d'impôt sur les revenus locatifs. 10 ans après la détention, vous aurez 600 € de plus, exonéré d'impôt sur le revenu. On diffère donc la prise en charge de l'État, on permet les recettes de TVA. Et on propose d'étendre ce dispositif à 15 ans sur le neuf, et à 15 ans en cas de travaux de rénovation énergétique. On envoie un beau signal pour soutenir l'investissement dans l'immobilier neuf, un beau signal sur les travaux de rénovation énergétique. On permet effectivement de redonner confiance aux bailleurs sur un dispositif incitatif fiscalement, et en même temps, on permet aussi à l'État de continuer à avoir des recettes et les collectivités des droits de mutation. Oui, il faut sauver l'investissement locatif, comme il faut sauver aussi le parc locatif social. Ces deux secteurs sont en danger et en grande difficulté de ne pouvoir répondre aux attentes des Français dans leur premier pas dans leur parcours résidentiel. Alors, c'est un grand sujet et je pense qu'il va falloir, dans tous les cas, un arbitrage, et un arbitrage très fort pour y parvenir. Mais cette restauration de la confiance, elle est déterminante. Mais je voudrais dire en même temps que quand on a parlé aussi, je veux parler aussi du choc de l'offre très rapidement, choc de l'offre aussi, on parle toujours trop dans nos politiques publiques du logement neuf. Le logement existant, c'est 99% du parc. Le logement neuf, c'est à peine 1%. Et on concentre tous nos moyens sur la production du neuf. Il va falloir avoir un autre regard, une autre vision. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'il est évident qu'on s'est rendu compte que Pierre Madec, tout à l'heure, a parlé des logements vacants. Il y a 14 ans, il y était 1 700 000. Aujourd'hui, sont un peu plus de 14 ans, 18 ans. Aujourd'hui, c'est 3 200 000. Combien mobilisables? Ça, c'est un grand débat. La question, c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à la qualifier. Mais je voudrais quand même faire un aparté. Christophe a une invitation. Je vais aller un peu plus loin. On était à 100 000 logements de vacants plus par année pendant un moment. On est à 60 000 qui retrouvent le chemin de la vacance chaque année. Et c'est vrai, Pierre Madec l'a dit, c'est sur la diagonale du vide. Oui, mais pas que là. Mais c'est certainement pas dans les grandes villes. Mais ce sont des territoires, quand j'écoutais M. le maire de Bunus parler tout à l'heure, où les autochtones n'arrivent pas à s'approprier finalement les biens parce qu'on est aussi sur un habitat vieillissant. Et le problème se pose de la question de l'accompagnement de la réhabilitation de l'existant. Souvenons-nous, pour les plus anciens d'entre nous qui avons connu les subventions de l'ANA pour restaurer un habitat dégradé, politique que nous n'avons plus, et on laisse dépérir un patrimoine. Je vais même aller plus loin. Si on veut faire de la projection, et c'est ça une feuille de route politique, notamment pour l'avenir, la loi climat-résilience, elle impose, donc elle fixe un seuil d'indécence pour les FG au 1er janvier 2025 et 1er janvier 2028. 50% des logements dans la Creuse et dans le Cantal sont FG. Comment faire pour pouvoir sortir ces logements de l'essence qui vont encore aggraver
finalement une fragilisation locative. D'autant que leur rénovation n'est pas rentable, vu que ce sont des logements qui ne sont pas chers. Vous avez une maison qui vaut 100 000 euros, vous n'allez pas mettre 70 000 euros voilà. pour la rénover. Et ma prime rénov est identique si on est dans la Creuse et si on est à Paris. Cherchez l'erreur. Donc là, il y a un problème, effectivement, de réflexion. Donc je pense que c'est un constat qui est inquiétant pour le parc locatif. Oui, il faut restaurer de la confiance. Nous n'avons pas de moyens, il faut trouver un dispositif technique fiscal pour redonner confiance à l'investissement locatif. On rappellera le rapport de Loïc Chapeau, d'ailleurs, pour le Conseil national de l'habitat, proposant un statut commun à l'existant et au neuf. Oui, statut du bailleur privé ou déduction de finalement forfaitaire peu complémentaire, il faut trouver un avantage fiscal. Mais je voudrais dire également que, dans tous les cas, même si on arrive à fixer quantitativement des objectifs pour une politique du logement, rien... Aujourd'hui, ce que nous n'avons peut-être pas fait, c'est sur un plan territorial. D'abord, l'estimation au niveau national doit être évidemment déclinée de façon territoriale. On le sait, on a pu le faire au travers des plans locaux de l'habitat issus de la loi SRU. Et c'est la seule chose qu'on fait. On fait un objectif quantitatif en nombre de logements en fonction des évolutions démographiques. Mais il faut aussi faire une évolution qualitative. Quand on entend parler de meublé touristique, on entend parler d'évolution de meublé. Mais le meublé, ce n'est pas uniquement le Pays Basque, ce n'est pas uniquement d'autres villes, c'est toutes les grandes villes françaises. Paris, quand on parle, la part du meublé est passée de 11% à 25%, et on attend les comptes du logement, pour moi, ils sont plus près de 30% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un échappatoire fiscal, c'est insupportable, et ça relève. On est toujours dans, je dirais, le constat empirique sans anticipation. Et je vais terminer mes propos sur cela. Ce qu'il nous faut, au-delà d'un observatoire purement quantitatif, qui est très souvent administratif, trop technique, n'associons pas les professionnels. Nous souffrons et on a une contribution à avoir. Nous sommes des acteurs du marché au quotidien et nous voyons comment les marchés évoluent. Et je considère que ce partenariat public-privé, il doit être mis en œuvre pour former une intelligence collective et prévenir de ce qui peut arriver demain, parce que nous ne sommes qu'au début d'une longue route et qui nous promet bien des surprises, j'en suis certain. Merci beaucoup. Les derniers propos m'inspirent une question à Christophe et puis une ensuite à Sébastien. Christophe, sur la vacance, tu parles souvent de ce sujet-là, tu la quantifies à ta manière. On a évoqué ce qui méritait de rénover, peut-être qu'il faut détruire, ça a été évoqué par Pierre Madec aussi. On n'en parle jamais, c'est un peu tabou, l'existant qui n'aurait plus lieu d'être. Oui, enfin, il faut en tout cas être prudent sur les chiffres macro, parce qu'en fait, l'augmentation forte que Loïc vient d'évoquer, elle est juste, 3 200 000. Il y a des travaux qui ont été faits. Là, ça rejoint ce que Pierre Madec, sur la nécessité de creuser, parce que les choses évoluent très vite aussi, sur la question du touristique, la question des résidences secondaires sur un certain nombre de territoires, Loïc vient de le dire à l'instant. Les travaux quand même qui avaient été faits par l'IGF sont assez intéressants, parce qu'ils avaient, d'abord, quand on dit le logement vacant au sens de l'INSEE, ça ne veut pas dire que ce sont des logements disponibles à la location. Ça peut être des logements qui sont en train d'être mis sur le marché, en vente. Voilà. Ils sont en cours de vente, on va dire. Ça peut être des logements qui sont dans un état tel qu'il est impossible de les mettre à la location. Ça peut être. Donc il y a la vacance frictionnelle, il y a la vacance... Il y a tout un ensemble de définitions. Et ce travail qui avait été fait par le CGDD et l'IGF, je crois, était assez intéressant, parce que justement, ils avaient essayé de fermer l'entonnoir. C'est ta question, Henri. Et à l'époque, ils avaient, je ne sais plus quelle année c'était, mais permis de savoir quel était le parc de logements vacants depuis plus d'un an disponible en l'état à la location, c'est-à-dire qui pourrait être mis sur le parc locatif dans des endroits où il y a de la demande. Parce que l'autre sujet, c'est que le département qui est le plus marqué par la vacance, c'est le Cantal. Donc on peut toujours dire, il y a 4 millions de mal logés, 3,2 millions de logements vacants, il faudrait quand même les mobiliser. Non, parce que, ou alors, c'était dit en introduction, on va déplacer tous les mal logés dans le Cantal. Mais les villes à la campagne, etc. Ce que certains ont déjà essayé. Mais ça se fait, et ça se fait très bien, mais c'est quelques dizaines de personnes, centaines de personnes. Donc, quand ils étaient allés au bout de cette démarche, je vais aller plus vite, de l'entonnoir, le territoire où il y a des besoins, logements d'ores et déjà disponibles, prêts à la location, on arrivait plutôt, alors qu'on était à ce moment-là à 2,4 millions et pas 3,2, on arrivait à 105 000, 103 000 logements mobilisables immédiatement. Je pense que c'était un peu faible. Entre 5 et 10%. Oui, je pense qu'en fait, la réalité est un peu au-dessus de nous, ce qu'on voit dans des territoires où on a un peu investigué sur le sujet. C'est un peu au-dessus.
Mais j'allais dire, mais peu importe. Je veux dire, ils sont là, ils sont disponibles. Donc c'est pour ça que ça plaidait pour augmenter la fiscalité sur le logement vacant, qui a plutôt produit des effets pas inintéressants. On peut sans doute aller un peu plus loin. Et puis après, il s'est passé quelque chose sur les locations touristiques qui donne une toute autre dimension, qui n'est pas tout à fait en réalité. Ce qu'on vit à Paris aujourd'hui, l'augmentation, ce connaît les territoires attractifs comme ici, ça c'est un autre sujet. Donc je pense qu'on a quand même de la matière disponible immédiatement qui pourrait servir une partie de la population aujourd'hui en difficulté de logement. Mais c'est relatif par rapport au chiffre de 3 millions. Sébastien, la question, ça va être abordé plus profondément. Là, c'est vraiment, on va juste l'effleurer, lié à emploi-logement. On entendait tout à l'heure Pierre Madec dire il y a des endroits où des entreprises vont, il n'y a pas la réponse en logement, et donc ça crée des problèmes. On pourrait citer Dunkerque d'ailleurs, on évoquait l'ancien ministre, avec 3 gigafactories qui arrivent, 16 500 ménages, où les loge-t-on ? Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait que partout les entreprises qui ont envie d'aller puissent le faire ? C'est-à-dire que l'aménagement du territoire ne doit pas distinguer, ou il va falloir que les entreprises choisissent avec des territoires très industrialisés, d'autres qui le seront moins, fatalement. Quel regard on peut porter sur cette offre de logement pour les entreprises ? Et la FFB est membre du MEDEF aussi, on peut le rappeler. Bien évidemment que le lien emploi-logement est nécessaire à peu près partout dans le territoire. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut... Vous parliez de gigafactory, on n'en a pas ici dans ce sud-ouest de la France. On a par exemple dans ce département la communauté des communes de Lac, qui est un territoire où on a des industriels qui s'installent sur un terrain Céveso par exemple, où des industriels internationaux veulent venir créer 2000 emplois. Prenons cet exemple, si vous m'en voyez pas de mal... cette question, on doit y répondre nous. On a bien des industriels qui viennent là parce qu'il y a un terrain qui est aménagé pour pouvoir installer une industrie qui a des caractéristiques. Il lui faut bien trouver 2000 personnes pour pouvoir produire ce qu'elle est venue faire, mais il faut les loger. Donc quand on parle de logement à fournir d'urgence, là on a un cas d'école dans notre département à 50 km d'ici. Je pense que la rénovation des bâtiments existants, donc il ne faut pas opposer les styles, donc je ne suis effectivement pas d'accord avec le chiffre de 3 millions sur la vacance, un chiffre autour de 300 000 logements est probablement le bon. On pourra donc rénover dans ce territoire, et je vois des acteurs face à moi qui ont pris le sujet à bras-le-corps, qui vont rénover de l'existant, de l'ancien, dans ce territoire parce qu'il y a un besoin. Ces 300 000 logements en France peuvent être rénovés, bien évidemment, parce qu'ils existent. N'oublions pas le coût, parce qu'il faudra aussi répondre à ce coût, qui fait que c'est un peu plus cher quand même que du neuf. Donc, si on est tous d'accord, il faudra répondre à cette question. Mais il faudra aussi, à travers ça, pouvoir démontrer qu'il ne faut pas opposer la rénovation et le neuf. J'en apporte une bonne preuve. Le mot a été évoqué tout à l'heure. Il y a le dispositif MaPrimeRénov', mais qui est un échec dans le sens qu'il n'a pas fonctionné comme on l'imaginait, pour ces raisons-là principalement. Donc la rénovation, oui, là où elle est possible, là où il y a des besoins. Et pour répondre à votre question sur l'emploi et le logement, évidemment qu'on ne pourra pas faire de généralité territoriale parce qu'il n'y aura probablement pas les mêmes besoins dans la communauté des communes de Lac, sans les dénigrer, qu'à Aurillac, dans le Cantal, peut-être. Voilà. Donc, attention à cette question. Merci. Marianne Auffray, une dernière question pour vous, après on va passer aux questions du public. Compte tenu de tout ce qui a été évoqué sur le choc d'offres, ça pour le logement des jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'après vous, quelle est la mesure qu'on pourrait prendre dès aujourd'hui qui pourrait être efficace sur le logement des jeunes ? En fait, je voudrais rebondir sur cette affaire de chiffrage. Alors, pas forcément chiffrage de la vacance, parce que là, effectivement, c'est cette histoire. Moi, j'ai pas du tout l'impression qu'on manque de chiffrage et j'ai pas du tout l'impression qu'on manque de cap. Je dirais même que j'ai autant de cap que de capitaine. Et quand je vous parlais de mes 10 ministres, ça fait des environnements un peu flous quand même. C'est-à-dire que je sais que la programmation du logement pour les jeunes de type foyer jeunes travailleurs, elle va se situer dans la programmation des 25 000 résidences sociales. Ça, c'est l'ADIAL mon capitaine de l'ADIAL qui me le dit. Elle va se situer pour le capitaine de la CNAV dans la création des 3000 foyers jeunes travailleurs. Elle va se situer... Donc, en fait, c'est plutôt la multiplicité des caps qui rend d'ailleurs la chose difficile. Hein. Et puis, c'est surtout que chiffrage ne fait pas planification. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous savez qu'il faut en faire 25 000 qu'on vous dit au bout de 5 ans, ah ben non, finalement, il n'y en avait que 19 000, où tout le monde se regarde avec un air entendu. Eh oui, on n'a pas été au bout. C'est ce qui s'est passé pour le plan logement des jeunes. Hein. Il y a eu un plan logement des jeunes sur le premier quinquennat Macron. Il y avait 60 000 étudiants plus 20 000 autres qu'étudiants. À nouveau, on retrouve...
Et ben, on a pris un air entendu, on a dit, ah bah oui, sur les 60 000, il n'y en a eu que 38 000 de faits. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une super idée, on va arrêter le plan. Donc, en fait, c'était pas idiot, hein, ça se voit moins. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, sur la planification, ce que je vois, c'est que la bataille des chiffres embolise l'énergie générale. C'est-à-dire, c'est comme les diagnostics en médecine. Hein. Il y a une passion diagnostique en France. Après, c'est bon, ben, du coup, sur le diagnostic, on s'est mis d'accord, mais comment on va le soigner? Ça n'intéresse quand même plus grand monde. Et bien, là, sur ce chiffrage, j'ai l'impression qu'on a mobilisé des comités d'experts en quantité vertigineuse, y compris dans le cas du CNR, hein, mais que les outils réels pour faire préférer, comme on disait, hein, on va vous faire préférer le train. Comment on fait pour que les territoires préfèrent le logement des jeunes et en particulier implanter des résidences sociales, dont FJT, qui sont mécaniquement plus difficiles à implanter que du logement social qui n'est pas résidence sociale? C'est un peu plus cher, un peu plus compliqué, le voisinage veut un peu moins. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire préférer à des territoires le fait d'implanter du logement pour les jeunes, qui pareil n'est pas une population qu'on associe au calme, mais là, pour l'instant, dans les différentes planifications, DIAL, CNAF, Action Logement, en fait, moi, je ne sais pas quels sont les outils dont je vais me doter. Donc, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est aller jusqu'au dernier kilomètre et arriver à concevoir des outils qui ne soient pas seulement des outils de chiffrage, mais des outils réels de planification. Dans un paysage que vous ressentez, on a l'impression qu'il y a une sorte de suradministration qui rend les choses très compliquées. La suradministration, c'est pas la suradministration. On peut avoir 10 administrations et si elles se parlent, ça va bien se passer. En réalité, c'est pas le nombre. C'est pour ça la plainte sur nos silos. Moi, j'y vais rarement parce que finalement, on y est attaché à nos silos et pourquoi pas à la limite qu'il y ait des silos. Les silos, c'est beau. L'idée, c'est qu'à un moment, on puisse un peu libérer des énergies sur chacun et puis qu'on se mette d'accord. Moi, j'ai essayé de faire dialoguer la DIAL et la CNAF, qui sont mes principaux financeurs. C'est extrêmement compliqué, alors qu'ils programment le même outil final. Hein. Le dernier machin du dernier kilomètre, c'est le FJT, qui soit à Nevers, à Paris, à Lille. Et pourtant, effectivement, c'est très compliqué d'arriver à faire que les financeurs et les programmeurs s'alignent. Quand je parle de programmeurs, je dis à la fois un élu local, un bailleur, une association. Il faut qu'il y ait un petit alignement des planètes quand même. Et bien effectivement, pour l'instant, je ne dispose pas d'outils précis à travers les différents plans qui ont été édités pour arriver à faire que de la programmation des 25 000 résidences sociales, il arrive quelque chose juste à côté, à Aurillac, parce que des foyers de travailleurs, il y en a à Aurillac, il y en a à Guéret. Donc on y arrive, hein, c'est possible. Sauf que les outils ne sont pas décrits dans les plans. Alors Marcel voulait compléter, mais on ne va pas lui donner gain de cause. Question de la salle, et c'est peut-être Marcel qui répondra, donc comme ça il complétera. On n'en sort pas. Vous levez la main. La première question étant difficile à trouver, on passe à la deuxième directement, si vous voulez bien. Cette plaisanterie, je la fais depuis 35 ans et ça marche. Donc vous allez être gentil, vous n'allez pas me mettre en échec aujourd'hui. Hein, on vous connaît. Ah, monsieur. Alors je ne sais pas si on donne... c'est a cappella ou il y a... Oui, il y a un micro. Très bien, parfait. Vous présentez, s'il vous plaît, rapidement, pour qu'on sache de qui vient la question. Bonjour, merci pour les interventions. Simon Guibert, je représente l'association Caracol. Notre activité, c'est de l'occupation temporaire de bâtiments vides qu'on transforme en colocation. Très bien. Les publics qu'on vise, on est adhérent de l'UNAGE, donc c'est un petit peu les mêmes. Une majorité de personnes gagnent moins de 800 € par mois. Et 800 €, c'est le salaire d'un livreur Deliveroo qui fait à peu près 25 heures par semaine. Et la plupart n'ont pas forcément de garant. Donc on a vraiment les dossiers de candidature qui ont le moins de chances d'avoir du logement dans le parc locatif privé à Paris. Et exactement comme Marianne l'a dit, on arrive à répondre à une demande sur 10 à peu près. Ma question, j'y viens. On s'appuie sur un cadre juridique, l'article 29 de la loi Elan, qui est dérogatoire au cadre juridique du logement. C'est-à-dire qu'en tant qu'opérateur, article 29, quand on occupe un bâtiment vide, on n'est pas obligé de respecter les normes de l'habitat et les procédures d'expulsion sont allégées. On sait, et on en a parlé très rapidement, que réhabiliter un bâtiment, même quand il est vacant depuis peu de temps, ça coûte un petit peu d'argent. Et comme le temps d'occupation est limité, il faut un accompagnement social pour que les gens retrouvent un logement pérenne ensuite. On voit aussi qu'il y a des acteurs privés qui s'emparent de ce cadre juridique pour créer en fait une offre de logement qui ne respecte pas les normes de l'habitat.
qui va être dérogatoire. Ma question, c'est est-ce que c'est une direction souhaitable quand on voit que beaucoup d'étudiants renoncent à leurs études, certains juste sont à la rue. Pareil pour les jeunes travailleurs. Est-ce qu'il faut aller chercher les passoires thermiques? Est-ce qu'il faut aller chercher les bâtiments? C'est pour Marianne, dans les outils concrets, me semble-t-il. Hein, c'est plus directement pour elle. C'est pas pour Marcel, dommage. Non. Mais ton temps viendra, ton moment viendra. Marianne. C'est pas vraiment pour moi, puisque ça concerne l'article 29 de la loi Elan, pour le coup. Donc nous, effectivement, à un moment, on porte chez nos... Alors, Caracol est un adhérent tout à fait atypique, hein, mais il porte une des diversifications possibles du logement des jeunes, dans la mesure où ZAN plus des difficultés à programmer fait que globalement on cherche à diversifier, à se loger dans le diffus, à faire de l'hébergement temporaire chez l'habitat, à trouver toutes les solutions qui vont se loger. Interstitiel. Ça peut être pour Christophe aussi qui a évoqué ce problème tout à l'heure. Hein. Et puis, sachant que je le précise, mais les associations de logement pour les jeunes sont à 80% locataires du parc social. Donc, nos destins sont liés avec le mouvement HLM, mais il y a toute une partie de la politique qu'on subit plus qu'on ne dirige en réalité. Donc, sur la question de Simon, en tout cas, c'est un combat qu'on porte. Hein, c'est-à-dire comment est-ce que ce segment-là peut se diversifier, s'aimer, comme on dit. Et là, il y a un verrou qui est sinon réglementaire, puisque maintenant, ça y est, ils sont quand même inscrits dans un article de la loi Elan, mais comment est-ce qu'on peut s'aimer ce projet? Autre question. Chacun pourra compléter ensuite. Soyez pas timide. Madame, on va vous apporter un porte-voix. C'est trop lent, là, le micro, trop lent. Oui, bonjour, moi je suis Anne Duménil, architecte, mais je vais plutôt réagir sur le logement étudiant en ayant subi en fait la difficulté à trouver des logements pour mes enfants étudiants, et à savoir s'il n'y a pas une réforme à faire sur le logiciel Parcoursup qui permettrait peut-être de revoir à avoir des demandes plus faibles de logement, parce qu'on envoie des jeunes finalement faire des études dans les quatre coins de la France, alors que les universités à proximité ou les écoles à proximité de chez eux pourraient leur offrir exactement le même type de formation. Très intéressant. Au-delà de l'idée ils découvrent le pays, je trouve qu'il y aurait peut-être un sujet pour au moins baisser l'offre. Alors, je ne sais pas qui peut répondre à ça. C'est très intéressant, l'idée de croiser la problématique du logement. Et moi, je dis que c'est une très belle question. Ça a du sens de pouvoir croiser la demande pédagogique et puis la demande de logement pour mettre de la rationalité, finalement. Pas forcément éloigner des étudiants qui pourraient trouver une réponse pédagogique à proximité de chez eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à ça? Alors déjà, moi je veux bien, mais ça m'ajoute un 11e ministre, celui de l'éducation nationale, je ne l'avais pas encore essayé. Oui, tu n'es pas contre les stylos. Tu n'es pas contre les stylos. Voilà, c'est ça. Non, c'est en rapport avec ce qui a été dit. Il n'y a pas d'anticipation des effets que vont produire les autres politiques publiques. C'est ça. Donc, ça rejoint la démographie, le lien emploi-logement, c'est l'aménagement, c'est tout ce qu'on évoquait. Marcel, mais moi, je pense que c'est une bonne réflexion. Oui, je ne sais pas s'il faut coupler avec Parcoursup. C'est autre chose, ça. Non, en fait, il n'y a pas de politique du logement, c'est ça. Je voulais dire ce que Marianne vient de dire à l'instant, mais discussion avec De Normandie et puis Vargon, qui me disent un jour, il faut faire une priorité au logement des jeunes. J'ai dit, pas de problème. Quelle priorité vous enlevez? Parce qu'il y en a déjà 17 priorités dans le logement social. Vous en enlevez une ou vous additionnez? Ça veut dire que le nombre de priorités, la capacité à discuter du logement social de façon particulière est largement ouverte, puisque, comme le disait à l'instant Marianne, depuis les contacts entre le monde HLM et tout ce qui est centre d'hébergement, etc., les FJT, on traite ça avec des baux glissants, c'est-à-dire qu'on donne un stock de capacité locative à une association, et quand la personne est stabilisée, à ce moment-là, ça rouvre une autre disponibilité sans avoir à demander à la personne de quitter son logement. C'est ce que j'appelle les baux glissants. Ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez de logements. Et donc, on revient dans la diversification. C'est pour ça que je m'accrochais avec Vargon et De Normandie. Quand ils me disaient priorité aux jeunes, je dis arrêtez de me foutre de ma gueule. Parce qu'il y en a déjà 17 priorités. Alors, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le discours politique va pouvoir s'appuyer sur un discours machin, mais dans la réalité, ça n'avance pas. Autre question. Madame à côté, d'ailleurs. Bonjour, je suis Sophie Openstam, je suis membre du Cobati Bordeaux Métropole et j'interviens aussi au nom de l'ARIA, l'Association des ingénieurs d'Aquitaine. Nous sommes en train de travailler sur une union pour le logement en Gironde. Nous aurons d'ailleurs une conférence de presse prévue le 9 septembre à Bordeaux sur le sujet du logement pour tous. La problématique est effectivement complexe. On remarque quand même des aberrations, que ce soit dans les règles et l'empilement des normes sur le logement neuf et sur le logement existant, notamment cette contrainte posée sur les T4, les T3, qui ne se vendent pas, qui se louent moins, alors qu'on a un besoin criant de T1, de T2. Sur le logement existant, on a de grosses problématiques sur l'accessibilité, puisque beaucoup de T1 ou de petits appartements de petite surface sont en zone urbaine, voire en hypercentre, avec une problématique pour les entreprises du bâtiment pour venir intervenir. C'est la simplification. Alors, est-ce qu'il y a des mesures, puisqu'on parle de silos, de la complexité, est-ce qu'il n'y a pas des mesures de bon sens que vous pourriez tous conjointement et travailler peut-être à la place des gouvernements, puisqu'ils n'y arrivent pas? Nous subissons aujourd'hui des décisions. Quelles sont vos marges de manœuvre pour venir proposer un nouveau dispositif pour que ça soit plus conforme aux réalités des besoins? C'est pour Sébastien peut-être? Je ne sais pas si c'est pour moi, mais je vais m'y risquer. Notamment, ça peut être pour Loïc aussi. Ce que vous dites, madame, on l'a apporté précisément, puisque quand vous parliez de bon sens, je rajouterai le bon sens paysan. Ça parlera à certains, c'est qu'aujourd'hui on a empilé un aspect normatif tout le temps excessif. Dans les propositions que l'on porte, c'est par exemple un palier normatif sur tout ce qui nous est proposé. Je citerai que le RE 2020 si vous voulez bien, ou par exemple sur les paliers successifs, on devait reprendre 6% de surcoût encore en janvier sur l'étape 2 ou 3 de cet aspect normatif, donc qui génère un surcoût. Donc oui, on a empilé un tas d'acronymes, de mots, du ZAN, du RE 2020, tout un tas de choses qui, quelque part, ont additionné des surcoûts. Donc si on revient à ce qu'est un coût de logement, on est tous en train de décrire qu'il faut baisser les coûts, mais ce n'est pas en faisant de la surenchère normative qu'on va régler ce problème. Et pour être succinct sur la réponse, donc oui, il faut arrêter cette surenchère, parce qu'elle ne permet plus le financement d'un logement et d'en maîtriser son coût, en tout cas d'accélérer cette échelle de surcoût. Et ça rejoint la question de fond que je vous repropose, que j'ai évoqué dans mon propos introductif, c'est d'avoir un vrai plan logement moyen terme et long terme sur ce qui est fait. Et vous noterez tout à l'heure, Ursula von der Leyen a été citée dans le cadre de la Commission européenne. Je citerai aussi l'Angleterre, l'Allemagne. Plus récemment, Camille Harris, dans son programme aux États-Unis, propose un large pan lié au logement sur son programme électif. Et je pense qu'il faut que de toute façon, cette question soit aussi traitée dans ce que sera un plan logement accessible à tous sur plusieurs années, sur un long terme. Voilà. Loïc voulait compléter aussi. Oui, je voudrais compléter sur le fait que, je le disais tout à l'heure, d'abord la politique du logement, c'est une vision nationale, mais qui est déclinée sur un plan territorial, parce que je crois que l'intervention revient dans tous les cas aux élus, donc d'afficher non pas à la fois en besoin quantitatif, mais aussi de façon qualitative. Mais je dirais cette qualification de la demande qui rejoint la question posée tout à l'heure, elle est bien au-dessus des normes et de la réglementation. Elle est l'illustration et le reflet même du marché. Et pour pouvoir, je dirais, comprendre le marché, il faut travailler avec tous les acteurs. Et travailler avec tous les acteurs, c'est-à-dire c'est avoir une observation régulière, voire même une structure de veille, de surveillance, d'entretien, de voir comment les marchés... Parce que les marchés de l'immobilier sont changeants et de façon très rapide. Ce que nous disons aujourd'hui sera peut-être plus vrai dans demain ou dans 2 ans. Donc c'est la raison pour laquelle il faut mettre en œuvre cette intelligence collective, que ce soit les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, les bailleurs privés, les architectes, les notaires. Il faut mettre en place, je dirais, une structure collective, je dirais, d'interrogation et d'analyse des marchés autour d'une data collectée. Il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir, mesurer les fragilités, là où les leviers doivent être saisis par les élus, mais éviter d'être mis face à une situation
situation qu'on constate de façon empirique, alors qu'on a des moyens de prévenir des dérèglements. C'est ça notre prochaine vision, peut-être, du marché du logement, et comment appréhender. Et ça fait partie de la relève des territoires, et notamment au niveau des présidents d'agglomération. Je rappelle quand même que depuis la loi depuis l'intercommunalité, la compétence logement est une compétence des communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines. Donc cette compétence, elle doit être prise à bras-le-corps par, je dirais, ces structures, ces EPCI, et notamment inventer peut-être un regard nouveau, une vision partagée avec tous les acteurs du territoire, et je dirais ne pas les laisser de côté parce qu'ils ont aussi des propositions à transmettre. Loïc, en 15 secondes, ça a été évoqué par madame, c'est pour ça que je dis, l'Alliance pour le logement, qui est cette association d'une dizaine de grandes familles professionnelles, est-ce qu'elle peut conduire à ce que tu dis, à avoir des photographies territoriales? Et est-ce que territorialement, on est en train d'assister à une déclinaison de l'Alliance pour le logement? Oui, l'Alliance pour le logement, que ce ne soit pas uniquement l'Alliance pour le logement neuf, mais l'Alliance pour le logement dans sa totalité. Avec l'USH aussi. Exactement, je crois que c'est aussi un embryon, parce que l'USH est membre de l'Alliance pour le logement, comme la FNIM, la FFB, et je dirais que c'est un embryon, je dirais, de réflexion qui peut effectivement être imaginé comme structure de relais et de pilotage pour faire remonter les analyses sectorielles et des différentes fédérations pour avoir, je dirais, une analyse collective et un peu plus affine des réalités du marché. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci aux intervenants. Juste le mot juste un petit mot. Quelques petits instants, si vous voulez, parce qu'il va falloir très court. Je vous ai recommandé la lecture de la revue Esprit. C'est très intéressant. Le Monde. Mais il y a un autre document qu'il faut absolument que vous lisiez. C'est le rapport 2005 Attali. Le rédacteur était M. Macron. Vous allez dans les observations, les propositions sur le logement, c'est à partir de 249 ou 259 et suivantes, et vous comprendrez ce qui se passe et ce de quoi nous avons parlé ce matin. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bien.